Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Quinten Timber, un jeune milieu de terrain de 22 ans hollandais qui évolue du côté du Feyenoord Rotterdam. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, présentation générale du joueur. Quinten Timber, c'est un jeune milieu relayeur de 22 ans, milieu central relayeur. Il est défini comme central du côté de Transfermarkt. Pour moi, c'est plutôt un milieu relayeur, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc 22 ans, 1m79, 71 kg, contrat jusqu'en juin 2026 et il vient tout juste d'être appelé avec la sélection A des Pays-Bas, donc pour le rassemblement du mois de mars. Donc du côté du Feyenoord Rotterdam, il est auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Il joue environ 84 minutes par match, donc c'est un titulaire qui est considéré comme indiscutable. 22 millions d'euros, donc 7 buts, 7 passes décisives. Il a été formé à l'Ajax Amsterdam comme son frère Jurin, lui qui est parti du côté de Arsenal en Angleterre. Lui, il va pas réussir à s'imposer du côté de l'Ajax. Donc, il va être transféré du côté de Utrecht, n'arrivant pas à s'imposer à l'Ajax, au contraire de son frère, lui qui joue défenseur central au passage. Il va aller à Utrecht, donc dans sa ville natale, où il va s'imposer comme titulaire indiscutable en à peine quelques semaines. Et il va être transféré à Feyenoord pour 8,5 millions d'euros à l'été 2022. En ce qui concerne les blessures, 131 jours pour la métastase et 63 jours pour une blessure au genou. Donc voilà, c'est vrai qu'à part le genou, bon, ça va, c'est grosso modo relativement correct. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, quelques clubs de Première Ligue sont venus au renseignement. C'est le cas notamment de Newcastle et de Liverpool. Bon, Liverpool, ça me semble un peu bizarre parce que pour moi, ils n'ont pas forcément besoin de milieu relayeur quand ils ont Spolozaj et McAllister. Mais voilà, pourquoi pas. Et donc, aux Pays-Bas, il est passé par toutes les sélections jeunes, donc des U15 au U21, pour finir avec Léa, donc relativement récemment. Donc maintenant, on passe à la partie vraiment la plus intéressante, la partie analyse. Donc, quel joueur est-il? Donc, j'ai l'habitude souvent de vous mettre une petite heatmap, un peu comme le fait Talk My Football d'ailleurs, que je salue au passage. Donc heatmap d'un milieu relayeur, hein, clairement on voit milieu relayeur gauche, il s'est joué un peu partout, hein. C'est un joueur qui va être relativement polyvalent, tu vas pouvoir le faire jouer à 2 dans un 3-5-2, donc dans un double pivot, hein, je précise, dans un double pivot, un 4-2-3-1, dans un milieu un peu plus haut, donc en tant que relayeur dans un 4-3-3, double pivot dans un 4-4-2, bref, il peut jouer un peu partout, bon, pas sur les côtés, mais en tout cas, voilà, bon, dans le milieu, ça, il n'y a pas de problème pour lui. Il peut même jouer 6, bon, c'est pas du tout son poste, mais au vu de ses belles appétences physiques à défendre, on va dire, c'est clairement pas un hasard de le voir évoluer à ce poste pour dépanner X ou Y blessures. Voilà, et pour le jeu sans ballon, donc c'est un joueur qui va être relativement endurant, il va être fort physiquement, dans les duels, ça c'est vrai que les duels au sol, ça va être son point fort. Attention, par exemple, les duels aériens, un peu plus compliqué, c'est pas le plus grand des milieux, hein, on va pas se mentir, avec 1m79, c'est pas un milieu gigantesque, c'est pas un petit milieu non plus, hein, attention, que je me fasse bien comprendre. Et puis en ce qui concerne le jeu avec ballon, finalement c'est un joueur qui va être relativement à l'aise balle au pied, c'est un joueur qui a une vista pas exceptionnelle, mais pas dégoûtante non plus. Et c'est vrai que ses placements ne vont pas être exceptionnels. C'est peut-être pourquoi, et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne va pas toucher beaucoup de ballons. Ça, c'est vrai que chez lui, c'est quelque chose d'assez frustrant que je ne sais pas trop expliquer. Alors, est-ce que c'est en raison de son placement qui lui fait toucher moins de ballons? Ça, je sais pas. Mais quand un Mats Wiefer, par exemple, va en toucher 60, ou pareil, un Seruki va en toucher 60, lui va plutôt être aux alentours de 30-40, donc environ 2 fois moins. Et c'est vrai que c'est relativement problématique parce que là, je vous mets le petit graphique de FBref et on voit qu'il a seulement 10 en passes tentées. Donc, ça veut dire qu'il y a 90 joueurs qui sont meilleurs que lui dans ce domaine-là. Et c'est vrai que pour évoluer après au plus haut niveau, c'est peut-être un peu un frein, je dirais, que de ne pas savoir trop tenter, on va dire, parce que en plus, quand tu regardes différentes compiles ou différents matchs, tu vois que c'est un joueur qui a les qualités techniques pour tenter des passes, les passes progressives. C'est un joueur qui va pas être trop mal, hein, on va pas se mentir. Donc tout ce qui est passe progressive, il est quand même à 68, possession progressive 90, dribble réussi 93, touche dans la surface adverse 98. C'est vraiment un joueur offensivement qui est quand même très intéressant. Bon, après évidemment, t'as quand même
2-3 domaines dans lesquels il est pas très bon. Les interceptions, ça correspond pas trop à son style de jeu. Les dégagements, c'est pas un défenseur dans l'âme, c'est un milieu relayeur. Et les duels à rien gagné, voilà, là rien de trop, on va dire, scotchant. Et par contre, les tacles et les balles contrées, finalement, ça correspond relativement bien à son registre, et donc c'est pas étonnant d'avoir un 56 et un 54, donc respectivement en tacle et en balle contrée. Donc voilà, un joueur qui sait également faire des passes qui cassent les lignes. Donc là finalement, les passes qui cassent les lignes, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit je vais pas dire quasiment plus, mais de moins en moins. Je veux dire, les Bruno Guimaraes, les Tijani Renders, bref, les joueurs qui cassent des lignes comme ça, on en voit de moins en moins, et c'est vrai que c'est quand même relativement problématique. Et avoir un joueur qui sait faire ce genre de choses, pour moi, voilà, c'est tout simplement la marque, je sais pas des très grands joueurs, mais en tout cas des joueurs avec un fort potentiel. Et donc finalement, à l'heure de faire le bilan de ce joueur, c'est un joueur qui est quand même pas incroyable, mais qui est relativement efficace. Il a une plutôt bonne finition. Tu peux le faire jouer à différents postes dans ton milieu de terrain. Il sait faire des passes qui cassent les lignes, il sait faire des retours défensifs. Finalement, je vais pas dire que c'est le milieu relayeur parfait, mais presque. Donc voilà, c'est vrai qu'il a ses petits défauts à corriger, à savoir les passes tentées et les duels aériens. Mais sinon, ça reste quand même un joueur qui est relativement, finalement, hypant. Et tu te dis, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien le voir dans mon équipe plus tard. En parlant d'équipe, ça nous amène finalement à la dernière partie de notre vidéo, à savoir dans quelle équipe il pourrait évoluer dans un futur relativement proche, finalement, vu qu'il a un contrat qui se finit en juin 2026. Et donc, je vous ai fait une liste de quelques clubs dans chaque grand championnat, on va dire. À commencer par la France. Donc là, j'en ai mis 3. J'ai mis l'OM, l'OL et l'AS Monaco. Déjà, il faut que le joueur puisse être acheté par le club, on va pas se mentir. C'est pas, j'en sais rien, un Clermont Foot par exemple qui va l'acheter. Donc, on va commencer par l'OL. L'OL, pourquoi? Parce que ils ont besoin finalement d'un milieu créateur. Mangala, c'est pas vraiment son rôle. Cacré, c'est plutôt un joueur, on va dire, qui est plutôt défensif. Matic, il assure cet équilibre défensif. Donc finalement, il est peut-être là, ce milieu box-to-box qui peut créer le jeu. C'est un profil qui se rapproche un peu de Mangala, mais qui a ce profil créatif en plus, et il se cache un peu moins que Mangala. Donc voilà pour l'OL, pourquoi pas. Peut-être aux alentours, un gros chèque quand même, 30 millions, ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Pareil pour Marseille, ça me semble peut-être un peu élevé. L'OM, eux qui ont Unai, mais Unai c'est clairement une catastrophe. Verretou, va falloir l'épauler. Bon, t'as Kondogbia en 6, c'est pas du tout le même registre, mais je pense que voilà, dans un milieu Verretou, Timber et en 6 Kondogbia, moi je demande à voir, surtout avec le retour potentiellement de Valentin Rongier. Voilà, moi je demande à voir. Et puis enfin, je trouve c'est là où finalement il pourrait être le mieux, je pense, et c'est à l'AS Monaco. Pourquoi l'AS Monaco? Parce que finalement t'as pas vraiment ce milieu créateur. Box to box, bon t'as Fofana, mais Fofana pour moi il a plus le profil d'un 6 plutôt que d'un 8. Ben Seguir c'est encore relativement jeune. T'as Golovin évidemment, Golovin qui est plutôt utilisé sur un côté, mais après il peut être utilisé plutôt au centre. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment une bonne recrue pour l'AS Monaco, surtout l'AS Monaco, on va pas se mentir, ils ont relativement pas mal de moyens. Bon là c'est vrai qu'il y a une histoire je crois avec le rachat par les Russes, mais voilà, en tout cas pourquoi pas l'AS Monaco, je pense que dans le 3-4-2-1, 3-4-3 d'à 18h, pourquoi pas, ou le 4-4-2 je crois récemment ils sont peut-être passés en 4-4-2, mais voilà, pourquoi pas l'AS Monaco. Du côté de l'Espagne maintenant, bon, j'ai sélectionné 2 clubs, mais là je voyais pas trop où le placer, donc j'ai sélectionné Barcelone, peut-être un peu trop pour lui encore, bon à voir, ou l'Atlético, là ça me semble un peu plus plausible. Donc Barcelone, ça serait plutôt dans un rôle de doublure pour pallier aux blessures de Pedri, Gabi et Frenkie de Jong. À l'Atlético, pour concurrencer De Paul, Llorente et Barrios, voilà, je pense là ils sont quand même un cran au-dessus, mais pourquoi pas venir les concurrencer et petit à petit prendre une place de titulaire. En première ligue, j'ai ciblé West Ham et Newcastle. Pour moi, les autres clubs, c'est trop pour l'instant pour lui. Donc West Ham pour pallier tout simplement au futur départ, au probable départ de Lucas Paqueta. Et Newcastle, il n'y a pas vraiment de profil créatif ou box-to-box de haut niveau, à savoir Willock et Longstaff, c'est pas non plus les meilleurs milieux relayeurs de première ligue. Donc voilà, et puis le départ de Guimaraes évidemment, qui joue un peu plus 8. Que 6 du côté de Newcastle, donc là voilà, pourquoi pas remplacer Guimaraes, même si remplacer Guimaraes vu le niveau du mec ça va être assez compliqué, et je dis pas ça parce que je suis lyonnais, c'est vraiment un joueur exceptionnel et je pense que tous les fans de Newcastle sont d'accord avec ça. En Serie A, j'ai ciblé la Juventus. Avec le départ potentiel de Rabiot, je me dis qu'ils auront besoin d'un numéro 8 pour le remplacer. McKennie, ça peut faire le taf, mais bon voilà, c'est vrai,
c'est peut-être pas le milieu le plus incroyable du côté de la Juventus. Donc voilà, pourquoi pas la Juventus, qui est quand même redescendue depuis quelques années de standing. Bundesliga, là je pense que c'est un petit peu mon coup de cœur. Leverkusen, c'est un club déjà que j'aime beaucoup. Je pense que pour, on va dire, étoffer le milieu avec un Palacios et un Xhaka, qui enchaînent beaucoup les matchs, on va pas se mentir. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Pourquoi pas concurrencer Palacios? Xhaka, ça va être dur de remplacer. Tu me diras Palacios aussi, mais je vois plus un peu remplacer Palacios. Voilà, pour étoffer le milieu de Leverkusen, l'actuel leader de Bundesliga. Et enfin en Liga Portugal, voilà, j'ai mis les 3 gros, hein, clairement. À commencer par le Benfica Lisbonne, où il retrouverait Kökçü et il viendrait pour moi mettre sur le banc João Mario, qui est pour moi plus que décevant en ce moment. Et en plus, on sait que Benfica, ils sont relativement habitués à recruter du côté du Feyenoord avec du coup Kökçü, mais également Horns. Donc je sais pas si je le prononce bien, ou Horsness, bref. Donc voilà, moi je pense Benfica, ça peut totalement coller à ce joueur. En plus, voilà, c'est un championnat qui est relativement faible. T'as 2 gros avec FC Porto et le Sporting, mais je pense que c'est un championnat qui va être relativement tranquille et assez peu médiatisé, enfin en tout cas en Europe. C'est vrai que ça fait pas partie d'un des 5 grands championnats. Donc voilà, je pense qu'il pourrait vraiment se faire une belle place là-bas. Le Sporting, pareil. Donc il n'y a pas vraiment de créateur. Il faudrait épauler Morita, le japonais. Si t'as pas vraiment de milieu box-to-box, donc là encore une fois, enfin en tout cas de haut niveau, là encore une fois, donc j'aimerais vraiment beaucoup le voir du côté du Sporting. Et enfin le FC Porto, donc le FC Porto pour concurrencer Nico Gonzalez. Voilà, peut-être là pas vraiment de profil créateur. Bon voilà, moi je pense que ça peut être une bonne idée. Donc voilà pour ce petit bilan des clubs dans lequel il pourrait aller. On s'approche déjà de la fin de cette vidéo, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à partager et puis à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez,